Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Omar Hassan El-Béchir est tombé, le président soudanais âgé de 75 ans au pouvoir depuis 1989, vient d'être destitué par l'armée après plus de 3 mois de manifestations contre son pouvoir, a annoncé ce jour le ministre de la Défense à la télévision. Omar Hassan El-Béchir reste détenu par les militaires et se trouve, d'après le ministre, en lieu sûr. 6 jours seulement auront suffi à des milliers de manifestants rassemblés devant le siège de l'armée pour faire chuter celui qui était jusque-là le seul président en fonction visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre commis au Darfour. C'est depuis 3 mois que la rue gronde au Soudan. La contestation a démarré après la décision des autorités de Khartoum de multiplier par 3 le prix du pain. Le 19 décembre dernier, la mobilisation va ensuite se muer en mouvement de protestation contre le régime. Des milliers de Soudanais sont descendus dans la rue et ont finalement obtenu la tête d'Omar Hassan El-Béchir. Omar Hassan El-Béchir est tombé, tout est parti du prix du pain. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Omar Hassan El-Béchir est tombé, tout est parti du prix du pain. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maurice Djongo. Bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, bienvenue sur le plateau une fois de plus. Hein. Merci. Voilà. Je pense que la dernière fois c'était en septembre, la rentrée. Voilà, normal. C'est toujours un plaisir. Okay. Surtout que je découvre Pépin, ouais. Qu'on se parle, on s'entretient beaucoup en ligne, mais on ne s'est jamais vu. Voilà. Éric Pépin-Bikaï, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de mes copanélistes. Le plaisir également est partagé avec le docteur Djongo. Je suis également ravi de partager ce plateau avec vous. Ok. Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes panélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs d'Equinox. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci Serge Alain. Paulin Kemtio, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux fidèles téléspectateurs d'Equinox TV. Paulin, dis-moi, quelques jours après la chute du Bouteflika en Algérie, aujourd'hui c'est Omar Hassan El-Béchir qui tombe. Quel commentaire? Premier commentaire. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets? La rue? Une chose est claire, les mêmes causes ont produit les mêmes effets parce qu'il s'agit de 2 présidents quand même qui brillent par leur longévité au pouvoir. Oui, première chose, la longévité au pouvoir. En effet. Justement, une longévité qui ne s'accompagne pas d'un travail dans le sens de l'intérêt général. Bien entendu, les populations ont des récriminations contre de tels régimes et, comme vous l'avez dit dans votre propos, une histoire banale de pain, d'os de prix de pain, peut se muer en une contestation qui voit tomber... Histoire banale, parce qu'on a eu un précédent en Tunisie. Hein. Quand je dis histoire banale... On badine pas avec le pain dans cette partie de l'Afrique. Quand je dis histoire banale, c'est parce qu'en fait, de façon plus ou moins normale, dans une république, il peut arriver qu'on augmente le prix des denrées alimentaires, oui, sans que ça ne fasse de remous, autant qu'on a vu au Soudan actuellement. Donc c'est une histoire banale. Si le régime en place était, imaginez un seul instant qu'on serait parti du simple pain. Peut-être il faudrait le dire, le pain ici quand même peut être quand même vu de façon symbolique, oui, parce que le pain, in fine, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. On se rappelle de la Révolution française, les révolutionnaires demandaient juste du pain. Ils voulaient du pain. Donc le pain en lui-même peut être symbolique des conditions de vie des populations. Parce qu'à côté du pain, il y a les services sociaux, il y a un ensemble de conditions certainement qui n'étaient pas accompagnées. Oui. Et on peut comprendre donc qu'on profite de cette situation du pain pour demander tout ce qu'on a le droit d'exiger d'un régime qui prélève les impôts, parce qu'il faut le dire quand même, l'augmentation
faisait augmenter les impôts. Ok. Maurice Diongo, tout est parti du prix du pain aussi. Oui, peut-être. Cette caricature-là est très profonde. Hein? Le ras-le-bol, Oui. vous l'avez dit. Oui. Le ras-le-bol. En fait, on remonte en Tunisie, il y a aussi eu ça. Oui, justement. J'ai Atta de Bourguiba. Alors, Tunisien disait, c'était mon recteur à l'époque, il disait que si la Tunisie continue à suivre les instructions du FMI, il n'y aura plus de révolte de pain, mais de révolution du pain. En ces temps-là, ils avaient compris, ils ont baissé. Au Nigeria, 83, 7 jours, Mohamed Bouhari tombe aussi à cause de la... Je veux dire quoi? À cause toujours du fait que le peuple n'arrivait plus à manger. Et pendant ce temps, ils mettaient beaucoup d'argent sur la campagne. Il n'y avait que les leaders qui... Et finalement, André Yon disait pour le Nigeria, que, parce que c'était au lancement de la démocratie au Nigeria, que tant que l'Afrique ne peut pas bien manger, on ne peut pas parler de la démocratie. Et il disait, quelle campagne pouvait aller faire en Éthiopie? À l'époque, il y avait la sécheresse en Éthiopie. Sinon, dit aux gens que vous allez faire donner à manger. Quand les gens n'arrivent pas à manger, vous ne pouvez pas, c'est tombé. Ok. Éric Bépin Bikaï, sur cette situation, restons d'abord sur la caricature, le prix du pain. Le pain qui arrive à faire tomber un dirigeant. Oui, si on reste sur le pain, pour revenir à ce que disait Paulin tout à l'heure, le pain est symbolique dans la partie maghrébine. C'est-à-dire, ça entre dans la... C'est l'une des composants de l'alimentation de base de ce peuple-là. Donc en réalité, on ne blague pas avec la baguette du pain, ou alors avec tout ce qui rime avec la farine de blé. Oui. Bon, il se trouve donc que le Soudan du Nord, qui est profondément arabe aussi. Non, le Soudan. Le Soudan, ok. Il y a le Soudan et il y a le Soudan du Sud. Ok, le Soudan, le Soudan. Oui. Parce qu'en réalité, la session qui a lieu en 2011 Oui. était une session Le 9 janvier. Hein. Voilà, qui séparait le Nord du Sud. Et on sait très de manière simple que le Nord est peuplé de musulmans et le Sud était peuplé d'animistes et puis de chrétiens. Donc, le pain ou alors le blé reste l'aliment de base dans cette zone-là. Et les populations, généralement, ne blaguent pas avec la fluctuation des prix de cette denrée. Il ne faut pas oublier que le même problème s'est posé en Égypte, avant la chute de Moubarak en 2011. Et le même problème, certainement, aurait été à l'origine du départ du président tunisien la même année de 2011. Donc, si on reste sur la symbolique du pain, on peut dire que puisque c'est le pain qui a été à l'origine du printemps arabe, c'est juste un printemps arabe retardé en ce qui concerne le Soudan. Parce que tout part toujours des prix des denrées alimentaires, notamment des denrées alimentaires de base, qu'est la farine de blé. Ok. Maître Tegem, sur cette situation, l'Algérie, il y a quelques semaines, aujourd'hui, nous sommes au Soudan. Est-ce que les événements en Algérie ont quelque part influencé ce qu'on voit aujourd'hui au Soudan? Serge Alain, ça a précipité les choses au Soudan? Je ne saurais le dire. Chaque peuple a sa particularité. Les cultures, même si elles se ressemblent, ne sont forcément pas les mêmes. Les problèmes ne se posent pas de la même façon en fonction des pays. Le Soudan a posé, enfin, il se trouve que l'augmentation quand même du prix du pain est à l'origine d'une révolte qui devait forcément être bouillie dans la marmite il y avait un moment. Ce que je veux dire, c'est... vous permettez, la révolte, c'est quand même depuis le 19 décembre, l'augmentation du prix du pain. Mais les choses se sont accélérées ces 6 derniers jours. Voilà pourquoi je demande est-ce que les événements en Algérie n'ont pas quelque part influencé ceux du Soudan? Je préfère m'en tenir à ce que je venais de dire, Serge Alain. Je ne pense pas. Chaque peuple a ses problèmes. Je pense que lorsqu'il faut analyser la situation d'un pays, il faut tenir compte, pour reprendre l'expression que j'ai entendue il y a quelques jours, il faut contextualiser. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il y a, il faut mettre les choses dans leur contexte et les voir et les apprécier à leur juste valeur. Il y a une réalité, comme on dit en français, vente affamée n'a point d'oreille, vente affamée n'a point d'oreille.
La situation qui a commencé le 19 décembre, comme tu indiquais tantôt, si elle s'est aggravée ces derniers jours, c'est parce que peut-être au 19 décembre, à ce jour, les gens se parvenaient à tenir. Entre-temps, il faut qu'on cherche à savoir si il n'y a pas eu, si vous voyez, les conditions de vie ne se sont pas précarisées du fait de cette augmentation du prix du pain. Parce que lorsqu'une mesure est prise, c'est sur la durée qu'on apprécie, qu'on peut l'évaluer. Et effectivement, cette mesure aujourd'hui est en train de montrer que sur la durée, elle n'aurait jamais dû être prise, puisqu'elle a abouti à la chute du régime. Donc vous comprenez qu'en contextualisant, en voyant les problèmes, en tenant compte des singularités de chaque pays, parce que si depuis le 19 ils n'ont rien fait, c'est parce que l'augmentation ne les gênait pas. Donc quand ça a commencé à les gêner, peut-être qu'ils ont ressenti dans leur porte-monnaie, ils ont dû ressortir et dire, bon, nous ne sommes plus d'accord, il faut que ça s'arrête. Bon, et malheureusement, que l'armée prenne le pouvoir, c'est un échec de la démocratie, ce que je regrette. Voilà, justement, l'armée a pris le pouvoir. Il y a ce communiqué, permettez, Paulin. L'Alliance pour la liberté et le changement dit exactement ceci. Le régime a mené un coup d'État militaire en présentant encore les mêmes visages contre lesquels notre peuple s'est élevé. Un peu comme en Algérie, la tête est tombée, le système est là, le peuple est dans tout ça. Le peuple qui a mené la révolution se sent relégué au second plan. Justement. Algérie et Soudan, même chose. Peut-être pour oui, prendre le contre-pied de Maître Teghem, je dirais que l'Algérie doit avoir fait des émules dans ce cas. Voilà. Quand on voit le mode opératoire des 6 derniers jours, notamment les manifestants ont décidé de camper à côté du quartier général. Oui. Contrairement à ce que Maître Teghem disait, cette manifestation, c'est depuis 4 mois. Oui. C'est depuis 4 mois que le peuple est dehors. Et il faut bien le dire, en février, il y a eu un état d'urgence. Donc on ne peut pas dire que le peuple n'a pas soutenu cette manifestation. Oui, on peut dire que l'état d'urgence a quelque peu dissipé l'engouement qui était présent. Mais les événements de l'Algérie ont renforcé la conviction du peuple que c'est possible, que le peuple debout, le peuple qui maintient la résistance, peut finir par avoir gain de cause. Et vous le savez très bien, le peuple a commencé à négocier de manière directe avec l'establishment militaire en place, en leur demandant qu'il fallait qu'ensemble ils se tiennent aux côtés du peuple. Aux côtés du peuple, et qu'ils trouvent une certaine formule pour une transition. Contrairement à ce que Maître Teghem disait, ce peuple, il a beaucoup souffert dans tout ce processus. Parce qu'il faut dire, ces derniers 6 jours, il y a eu près de 2500 arrestations en une seule journée. Et il y a eu des morts depuis décembre. 49 morts. Voilà. 49 morts. Donc on ne peut pas dire que le peuple... Peut-être ça me fait prendre une ou deux leçons. Les choses ne sont pas évidentes dès le début. Il faut persévérer. Quand on a un objectif à atteindre, il faut y croire. C'est ce que le peuple a fait. Il y a eu des moments de haut, il y a eu des moments de bas, mais la conviction, la détermination était présente, elle était légitime. Légitime parce que le peuple est légitime, le peuple sait que c'est lui qui est souverain et que c'est en son nom que la politique, que l'exercice du pouvoir exécutif est fait. Et quand il ne trouve pas son compte dans... tout ce qui est fait par le gouvernement en place, il a le droit de réclamer son pouvoir. Ok, Éric Pépin-Bikaï, sur la déception, entre guillemets, du peuple aujourd'hui, qui pense que c'est les militaires qui tiennent toujours les manettes, alors que c'est lui qui a véritablement combattu. D'où cette façon de voir, il pense qu'il faut continuer le sitting jusqu'à ce que le régime tout entier tombe, le système, un peu comme en Algérie. Non, il faut dire ici que cette révolution, au départ, n'était pas une révolution militaire. Oui. Le peuple a obligé les militaires à y intervenir. Je peux dire de force, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es parti de la journée de mardi, où une milice proche du président El-Béchir a attaqué les manifestants qui campaient devant le QG de l'armée. Et l'armée a dû riposter. Mais ce n'était pas l'armée des officiers supérieurs, parce que selon les rapports de la presse locale, le plus haut gradé parmi ceux qui repoussaient ces milices avait été le lieutenant-colonel. Et à partir de cette bataille-là, il y a eu 11 personnes tuées, parmi lesquelles 6 soldats. Donc, de mardi à jeudi, l'armée a été obligée d'intervenir pour pouvoir un peu taire toutes les dissensions. Même jusqu'à ce matin, le collectif des syndicats au Soudan
appelaient le peuple à ne pas laisser leur révolution entre les mains de l'armée. Parce qu'il était inadmissible pour eux, selon le communiqué publié, que le régime militaire soit remplacé par un autre régime militaire. Donc, les événements sont tout nouveaux. Le général Omar El-Béchir a été déchu de son poste, placé en résidence surveillée. Les militaires ont fait un communiqué et ont dit mettre sur pied un conseil national de transition. N'allons pas vite en besogne, quel qu'en soit le cas, le peuple soudanais est debout et il ne se laissera forcément pas voler sa révolution. Voilà Maurice Diongo, l'actuel ministre de la Défense, qui a lu le communiqué. Ahmed Awad Ibn Aouf. Il parle d'un gouvernement de transition de 2 ans jusqu'à de nouvelles élections libres. 2 ans, c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. En plus de ça, c'est beaucoup plus. Une révolution, c'est des hommes. Oui. Nous avons vu un peu ce plan au Burkina. Il y a eu d'abord un ancien général que le peuple voulait placer. Mais on a tourné finalement. C'est toujours quelqu'un du Sérail qui est. Rogma Christian Kaboré. On a tourné finalement. Ce n'est vraiment pas. Donc vous voulez dire que Compaoré est toujours là? Peut-être là. Puisque ces choses-là, c'est le peuple, c'est les partenaires, c'est la géopolitique. Ouais. Bon, maintenant, là, brutalement, les choses vont se jouer. Et on va trouver quelqu'un qui peut aussi être manipulable parce que lorsqu'on est allé au fond, on va déjà comprendre que El-Béchir n'était pas bienvenu en Europe. Même qu'il pensait être très très bien avec la Chine. Bon, ce qu'on peut voir, et ce n'est pas aussi la revers du point, ce n'est pas la Chine qui tombe aussi dans cette zone-là. Ok. Maître Tegem, on voit une révolution qui a commencé le 19 décembre et le président tombe finalement le 11 avril, une date qui rappelle pas de bons souvenirs à la Côte d'Ivoire. Le 11 avril, il tombe, 49 morts seulement, on va le dire, mais c'est quand même énorme. Oh, Serge Alain, c'est pas, on ne fera jamais l'apologie de la mort. Oui. S'il y a eu des morts, il faut le regretter. Justement. Mais je voudrais faire observer à mon ami Paulin que Paulin, les choses ne se passent pas tout à fait comme vous pouvez le penser. Si la révolution du 19 décembre, c'est elle qui a abouti au 11 avril, et effectivement, Paulin, c'est-à-dire que les mêmes ingrédients, s'ils existaient le 19 décembre, ils auraient obtenu le même résultat avant le 25 décembre, c'est-à-dire en 6 jours. Parce que si vous observez bien, il y a eu une escalade ces 6 derniers jours. Et pourquoi on demande, est-ce que ce qui s'est passé en Algérie n'a pas impacté sur le cours des événements ces 6 derniers jours? Je préfère contextualiser en disant que du 19 décembre au 11 avril, il continuait à vivre, il y avait une vie là-bas, et les gens qui vivaient, qui ont abouti le 11 avril, étaient là. Ils ne se sont pas plaints pour arriver au résultat du 11 avril. Ils se sont plaints, il y a eu l'état d'urgence, et on parvenait quand même à vivre, le président n'était pas débarqué. Il faut faire une observation de caractère général, et puis ça je le dis toujours, lorsque la rue s'empare du pouvoir, c'est que la démocratie a échoué. Dans un pays, il n'y a qu'une seule façon d'accéder au pouvoir, c'est la voie de la démocratie. Enfin, c'est la voie la plus appropriée pour permettre d'apprécier la valeur du peuple qui s'exprime. Une révolution de rue peut se tenir dans une seule ville et faire tomber un régime. Ça ne veut pas dire que l'arrière-pays est d'accord. Donc, je ne pense pas que le problème soudanais soit une pâle copie du problème algérien, parce qu'en Algérie, les problèmes se posent de manière différente. Il y avait un président qui n'était plus déjà physiquement apte à pouvoir travailler, et ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Le Soudan a ses réalités, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut contextualiser les situations, et à chaque pays, sa spécificité, à chaque pays ses problèmes, à chaque pays ses valeurs, à chaque pays ses façons de se défendre. Maître, vous permettez qu'on fasse un petit retour, un petit feedback dans l'histoire. On a vu les pays satellites de l'Union soviétique tomber les uns après les autres, mais pourtant, comme vous dites, vous ne voulez pas lier les problèmes. Il y avait un problème. Après l'effondrement du mur de Berlin, tout le monde a commencé. Il y a même eu des conséquences en Afrique. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que chaque pays a ses réalités que non. Il y a quand même un fait. Il y a un effet d'entraînement, un effet domino. Les problèmes que tu poses, Serge Alain, ne sont pas les mêmes. Là-bas, c'était les communistes. Donc, c'était un problème de communistes. En Afrique, il n'y a pas de communistes. Il y a quand même eu des changements en Afrique aussi, suite
Tu m'as posé un problème sur l'Europe de l'Est. Oui. Je te dis que là-bas, c'était des pays communistes. Et avec la désagrégation de l'Union soviétique ou alors la perte de pouvoir du communisme, ça a eu un effet d'entraînement. Les problèmes étaient les mêmes. Jusqu'en Afrique, il n'y avait pas de pays communistes en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a eu en Afrique? Qu'est-ce que ça a entraîné en Afrique? Donc, Je ne me souviens pas. Le mur de Berlin n'a pas eu de conséquences en Afrique. Non, il y en a eu sur le plan de l'évolution démocratique. Voilà. Mais en termes de... Voilà. Si vous permettez... En termes de... Permettez à Ahmed de terminer ça. D'accord, mais... En termes de problèmes posés, parce que vous posez le problème soudanais, Oui. le problème algérien, et vous allez vers l'Union soviétique. Je vous dis là-bas, c'était un problème de système communiste, un problème de démocratie, qui n'est pas le même qu'un problème de baguette de pain. Il faut que l'on se comprenne très bien. Le problème, c'est celui-ci. En Algérie... Est-ce que le fait que Béchir soit tombé aujourd'hui, qui a eu ces 6 jours, est-ce que ça n'a pas été influencé par ce qu'on a vu en Algérie? C'est-à-dire que le fait que les choses soient allées vite, pour parler de manière triviale. Je continue toujours à dire qu'il faut contextualiser les situations, Serge Alain. Chaque pays a sa particularité, chaque pays a sa singularité. Et à chaque société, ses problèmes, à chaque société, ses valeurs. Okay. Lorsque vous parlez du communisme, par opposition au capitalisme, c'est autre chose. Par contre, lorsque vous parlez des problèmes de baguette de pain, des problèmes de vieillesse d'un président malade, c'est très différent d'un pays où les gens se plaignent du prix du pain. J'ai bien dit à l'orée de mon propos que ventre affamé n'a point d'oreille. Si le prix du pain a augmenté le 19 et les gens sont plus tenus, c'est qu'à un moment, au fur et à mesure où la mesure s'exécutait, ils ont commencé à ressentir dans leur porte-monnaie. D'où la manifestation au Soudan. Oui. Je préfère ne pas lier le problème du Soudan à celui de l'Algérie parce qu'ils ne se sont pas posés exactement de la même façon. Non, nous sommes en Algérie. La rue a fait tomber Bouteflika, la rue a fait tomber... Si ce plan, les deux se valent en termes de c'est un échec de la démocratie. Lorsque la rue s'empare du pouvoir, c'est que le suffrage universel a échoué. Lorsque la rue s'empare du pouvoir, c'est que la démocratie a échoué. C'est de cela que, en cela, peut-être les problèmes se ressemblent. Mais en termes de provocation, c'est pas la même chose. Et la démocratie échoue lorsqu'on ne permet pas aux opinions dissidentes de s'exprimer. Lorsque les opinions dissidentes s'expriment, comme par exemple chez nous, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a un minimum de valeurs qui sont respectées. Une armée républicaine, les sons dissonants se font entendre. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Paulin, restons, oui. On va rester un peu sur le rôle des armées. En Algérie, de novembre jusqu'à ce que Bouteflika tombe, un seul mois. Et les Algériens étaient dans la rue tous les vendredis. Nous sommes au Soudan. De décembre à aujourd'hui, 49 morts. Voilà. Dans mon propos, il y avait deux acteurs que je devais féliciter, oui. Le peuple et l'armée. L'armée, pas nécessairement parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, pas nécessairement parce qu'il n'y a pas eu des arrestations. Vous savez, au Cameroun, le mot armée républicaine est tellement galvaudé que s'en frise le ridicule. L'armée est républicaine quand elle connaît lire les signes, quand elle connaît comprendre les enjeux. Il faut bien se le dire. Au nombre des institutions, l'institution suprême, c'est le peuple. Ce n'est pas le président, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le peuple. Et quand le peuple est violenté dans l'expression de ses droits et libertés fondamentales, à ce moment-là, l'institution suprême, le peuple souverain au nom de qui l'État existe, est en danger. Et il appartient à l'armée. Même comme on peut donner l'impression qu'elle est neutre, l'armée elle n'est pas neutre de façon caricaturale puisqu'elle vote. Mais il appartient à l'armée, comme l'armée soudanaise, à un moment donné, de dire on sauve qui? Le peuple, qui est l'État et le pays, où on continue à perpétuer un régime qui est, j'ai envie de dire, qui se nourrit du peuple lui-même. Voilà l'armée républicaine. L'armée républicaine au Cameroun, par exemple, aurait demandé au président de la République, dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, assois-toi avec ton peuple. Assois-toi avec ton peuple. On ne peut pas parler d'armée républicaine quand elle n'utilise pas le bon sens et l'intelligence pour comprendre les enjeux. M. Tegem tout à l'heure parlait, j'ai envie de dire presque à tort et à travers du contexte. Le contexte
il peut être national, il peut être africain, il peut être international. Il donnait l'impression comme si les gens vivent en autarcie, comme si les Soudanais, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, ils ne connaissent pas ce qui se passe ailleurs, et donc quelque chose ne peut pas les inspirer. Je continue à dire que ce qui s'est passé ces 6 derniers jours a été inspiré par ce qui s'est passé en Algérie. Vous maintenez ça? Mais écoutez, c'est clair comme l'eau de roche. Heureusement que l'armée était républicaine. Oui. Parce que comme je vous dis, il y a quelques jours, elle a fait plus de 2500 arrestations. Oui. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, elle se range du côté du peuple. Parce que c'est pour le peuple qu'elle existe. Merci. Okay. Monsieur Paulin, excusez-moi, j'ai pas souvent envie de vous répondre, mais Monsieur Paulin, dans une démocratie digne de ce nom, l'armée ne prend pas le pouvoir. La démocratie, ce sont les règles. La démocratie est institutionnelle. La démocratie est légale. Monsieur Paulin, le peuple. Vous avez parlé, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Ce n'était pas votre tour. Je ne sais pas pourquoi vous prenez la parole. Bon, merci. Comme c'est vous qui donnez la parole, allez-y. Allez-y, Maître Guem. J'aurais envie de répondre. Non. J'aurais envie de répondre. Allez-y, Maître Guem. J'aurais envie de répondre. J'aurais envie de répondre. Et peut-être pour dire quelque chose avant qu'il ne finisse. Quand le peuple, vous n'avez donc pas la parole. Quand le peuple parle, c'est qu'il sauve la démocratie. Allez-y. Non, en réalité, il faut le regretter parce qu'à chaque fois qu'il y a sur le plateau un représentant du MRC, du RDPC, c'est comme si le monde s'arrêtait, ou alors le Cameroun s'arrêtait seulement à ces deux parties-là. Il faut un peu sortir de ça. On fait un débat de synthèse par rapport à une situation africaine. Je ne sais pas pourquoi ça devrait se transformer en échange de pistolets entre le MRC et le RDPC. Restons gentlemen sur le plateau. Donc, vous avez profondément grignoté votre temps. Il n'y a pas besoin parce que c'est une situation... On a parlé de partis politiques. C'est une situation... Je vous retire la parole. Allez-y, je vous retire la parole. Je vous laisse souvent pour le centre va redéfinir là. Ah vous, c'est vous qui le centre le débat? Non, bon voilà, on continue. C'est bon. C'est pas vous qui le centre le débat. Merci. Bon, Maître Guem, je reviens à vous. Voilà, j'ai parlé à l'entame de mon propos de El Béchir qui est... Il y a 2 mandats contre lui. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir? Est-ce que la CPI peut le poursuivre aujourd'hui sans problème? C'est ça la plus grande inconnue. C'est une grande inconnue. C'est la plus grande inconnue parce que Serge Alain, vois-tu, il y a des questions que tu me poses auxquelles je ne peux malheureusement pas répondre sans avoir certains éléments. Oui, tu sais que pour être poursuivi devant la CPI, il faut avoir ratifié le statut de Rome de 1998. Oui. Donc, moi, je ne sais pas si le Soudan l'a ratifié, si Béchi, le président Béchi l'avait ratifié. Donc, il m'est très difficile en l'état de mes connaissances de pouvoir te donner une réponse qui te satisfasse. Maintenant, je vais finir un peu mon propos de tout à l'heure en me faisant observer. Non, j'étais en train de dire, je n'attaquais personne, que dans une démocratie digne de ce nom, le peuple exerce le pouvoir par le biais de ses représentants. C'est ce qu'on vit au Cameroun tous les jours. C'est ce qu'on a vécu il y a un jour au Sénat. C'est ce qu'on a vécu il y a quelque temps avec le SDF et les sénateurs qui cumulaient. C'est ce qu'on vit tous les jours au Cameroun à travers les députés du SDF qui étaient avec, si vous voulez, l'arbre de paix à l'Assemblée. Au Cameroun, il y a une démocratie qui s'exprime. Vous avez vu tout à l'heure sur le plateau, quand je parle, l'autre répond. C'est cela la démocratie. Si les gens ne s'expriment pas, si les opinions s'étouffent, un problème se pose. Mais quel que soit le problème, la République doit être debout. Les valeurs doivent être respectées. La loi doit être respectée. La démocratie ne doit pas être galvaudée. La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple, pour le peuple et par le biais de ses représentants. C'est ce qui s'est passé. On a connu la démocratie directe avec la Grèce antique. Depuis, ça a évolué. Dans les grandes démocraties, c'est ce qui se passe. Pourquoi les gilets jaunes qui manifestent depuis l'armée française n'a pas été du côté du peuple, monsieur Paulin? C'est pas à vous que je m'adresse. Ce que je veux faire observer, c'est que la démocratie a des règles. Monsieur Paulin, le Cameroun n'a rien à apprendre du Soudan. Le Cameroun est une démocratie accomplie, monsieur Paulin. Dans notre pays, à l'Assemblée nationale, on s'exprime. Vous avez vu l'autre jour, le président du Sénat a parlé. Lorsqu'il parle, moi je l'écoute avec beaucoup de profondeur. Et je sais que pour répondre à ce monsieur dans ce pays, il n'y a que 2 personnes. C'est le président de la République et le roi de Banoum. Parce que ce sont eux qui savent de quoi ils parlent. Lorsque vous en parlez, vous ne savez même pas de quoi il est question. C'est les 3 qui, à mon humble avis, peut-être il y en a d'autres. Mais les 3 là sont les 3, à ce que je sache, qui peuvent apporter une réponse à ce qu'il dit. Il pose un problème, il n'est pas étouffé, mais on ne lui répond pas. La démocratie. Le suffrage s'exprime. Ne peut pas?
je ne sais pas s'il a été là au moment des événements de 60. Parce que les trois que je cite, ils étaient là pendant les événements de 72. C'est vrai que Abou Machoui est sorti de l'ENAM en 1969 parce que c'est la promotion de Gargaman, de Yontajak. J'ai un peu lu cette promotion-là. Donc je ne sais pas si en 72 il avait déjà les canons pour comprendre ce que monsieur secrétaire général de la présidence, ce que Mbongo comprenait. C'est pourquoi je le dis. Ok. Vous voulez forcément réagir. Oui, je suis surpris. Oui. Il parle de démocratie, il parle du président de l'Assemblée. Et il semble dire qu'il n'y a que certaines personnes à le comprendre. Je ne sais pas si eux ils parlent là-bas de prestidigitation. Je ne comprends pas comment il peut... Vous le présentez comme un avocat. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui connaît que la démocratie est rendue au nom du peuple et qui ne doit pas avoir des choses... Non, je ne le présente pas. Maître, voilà. Et ça m'étonne qu'il tienne ce type de propos. Il a tout à l'heure évoqué les gilets jaunes en France. Il oublie de dire qu'en France, on ne tire pas à balles réelles sur les gilets jaunes. Il te parle à travers des démocraties. Il te dit qu'il y a la démocratie au Cameroun quand un ministre de l'administration territoriale prend sur lui d'outrepasser ses fonctions, de vouloir interdire, de vouloir suspendre un parti politique parce que le parti politique veut manifester son droit constitutionnel. Voilà. Et toutes ces choses-là me font me dire, on a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde. Dans tous les cas, peut-être Bikaï a raison. Il y a fondamentalement deux lectures de la même réalité au Cameroun. Une lecture où il y a des œillets, parce que visiblement, M. Tegem, il ne voit pas, il n'entend pas. Maître Tegem, s'il vous plaît, habillez mon nom. Maître Tegem. Maître Tegem. Je suis avocat, vous devez le respecter. Maître Tegem. Parce que vous avez dit ce monsieur que vous présentez comme un avocat. Dites déjà Maître Tegem parce que j'insiste dessus. Je sens que vous êtes un peu courroucé là. Non, je suis avocat. Je ne suis pas courroucé. On n'est pas au prétoire ici là. Dites que Maître Tegem habille mon nom, s'il vous plaît. On n'est pas au prétoire. Maître Tegem, c'est Maître Tegem. Écoutez, Maître Tegem, je ne sais pas pourquoi il s'excite à ce point. Une chose est sûre, je disais qu'il semble ne pas voir ce que tout le monde voit. Vous savez, la démocratie est menacée quand une seule personne est violentée dans l'expression de ses droits et libertés fondamentales. On voit très bien comment on a arrêté des gens avec un mandat de perquisition et aujourd'hui ils sont au tribunal militaire pour une affaire qui s'est passée dans un pays occidental. Vraiment, il faudrait bien qu'on nous explique comment la démocratie au Cameroun se fait. Maître Tegem parlait tout à l'heure que la démocratie est au nom du peuple. Si c'est au nom du peuple, le minimum, c'est qu'on doit entendre le peuple. Durant toute la crise anglophone, par exemple, je n'ai vu à aucun moment donné où le président de la République a eu mandat des parlementaires pour aller en guerre contre une partie de son peuple. Il s'est tenu au perron de l'aéroport et il a déclaré la guerre à son peuple. Ce mandat-là, la Constitution ne lui donne pas. Si c'est au nom du peuple qu'il agit, c'est le peuple qui doit lui donner mandat. Et depuis à l'Assemblée nationale, aucun mandat clair ne lui a été donné. Ok, merci. Voilà. Vous avez répondu à M. Tegem. On revient donc au Soudan. Éric Pépin Bikaï, vous avez, comme moi, constaté que l'armée garde la main, finalement. Oui. Au Soudan. Au Soudan. On va toujours continuer à faire parallèle avec l'Algérie. Au Soudan, le peuple qui est floué à la fin. Non, le peuple est floué parce que tout est fonction du mécanisme de régulation du pouvoir dans chaque pays. Mais ce qui saute à l'œil dans les pays africains, c'est que les institutions fortes se concentrent tout autour de la formation d'une armée d'élite qui est chargée de pouvoir protéger le pouvoir et le président en place. Ce que je dis là, je ne l'invente pas, on peut le vérifier. Ça s'est vu en Égypte, ça s'est vu en Guinée et Conakry avec l'arrivée au pouvoir de Dadis Camara, ça se voit en Algérie, ça se vérifie au Soudan. Ça veut dire que les institutions fortes qui régulent le jeu du pouvoir dans le pays tournent tout autour de l'armée. Si vous observez bien le problème soudanais, vous allez voir que... C'est le cas du Zimbabwe. C'est également le cas du Zimbabwe, merci Serge-Alain. Si vous observez très bien le problème soudanais, vous verrez forcément que tout s'est joué entre l'armée régulière et les services de renseignement. À un moment, les services de renseignement, ou alors le chef des services de renseignement, un certain Salah Gauche, avait le dessus, ou alors avait l'oreille du président, du général El-Béchir.
Si bien que l'armée, à un moment, s'est retrouvée peut-être piétinée, et elle a bien senti le jeu que si elle n'intervenait pas, peut-être son pouvoir de régulation ou alors d'autocensure pouvait aller entre les mains du chef de service de renseignement, parce que quel que soit le cas, il était pressenti comme l'un des hommes les plus forts de ce dispositif-là. Donc, quel que soit le cas, pour que le peuple ne soit pas floué dans ce type de révolution, il faudrait, comme disait Barack Obama en 2009, si je ne me trompe pas, que l'Afrique mette l'accent sur les institutions fortes, au lieu de mettre l'accent sur les hommes forts. Malheureusement, les hommes forts sont forts parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir guillotiner leur peuple ou alors de pouvoir posséder le maximum d'armes possibles. C'est tout simple. Maintenant, ça reste un débat qu'on peut vérifier à travers l'Afrique. Moi, je ne pense pas que c'est un débat spécifique au Cameroun ou alors c'est un débat spécifique à certains partis politiques. Parce que nous sommes en Afrique. Tout à l'heure, quand le docteur John Grove a arrivé, il m'a posé la question sur le panafricanisme. Il m'a dit, est-ce que tu penses que Béchir était panafricaniste? Je lui ai dit non. Il est panafricaniste de circonstances. Parce qu'un panafricaniste fédère son peuple. Un panafricaniste ne tue pas, ou alors ne tire pas son peuple. Béchir traîne derrière lui quand même les morts du Darfour, avec plus de 350 000 personnes qui ont été tuées. L'ONU parle de plus de 300 000 morts. Voilà, 350 000 morts qui ont été tués par sa milice de Djandjanui entre 2003 et 2011. Voilà, Maître Teguel, cette histoire, Omar Hassan El-Béchir qui part aujourd'hui, il a vu une partie du Soudan s'en aller le 9 janvier 2011 pour créer le Soudan du Sud. Est-ce que 30 ans au pouvoir, c'est quand même énorme, hein? Comme a dit Paulin, c'est un homme qui a mis 30 ans au pouvoir et la chute, on s'y attendait un tout petit peu, hein, que le peuple à un moment dise que bon voilà, 30 ans, c'est bon, il faut libérer le plancher. La longévité au pouvoir. Serge Alain, le problème de longévité au pouvoir ne se pose pas. C'est simplement que M. Béchir a péché peut-être par un défaut de mettre en place des institutions fortes. Oui. Parce qu'effectivement, le problème dans une démocratie digne de ce nom, c'est les institutions fortes. Et je vais d'ailleurs sur ce plan remercier M. Bikaï. Oui. Parce que M. Bikaï, j'aime des gens qui parlent comme vous en termes d'institutions fortes. Une république, ce sont des institutions. Et si vous avez des institutions fortes, il n'y aura pas de rébellion. Et le rôle de l'armée, il faut le rappeler, c'est de veiller sur la souveraineté du territoire. En France, les institutions ne sont pas fortes? Elles sont fortes, les institutions. Qu'est-ce que les Gilets jaunes font depuis? Il faut que l'on se comprenne, mais l'armée n'a pas pris le pouvoir. C'est ce que je dis. Serge Alain, ce que je dis, c'est que lorsque l'armée transgresse ses pouvoirs, qui sont ceux relatifs à la souveraineté nationale, alors, ils veillent sur l'intégrité du territoire. C'est le rôle de l'armée. L'armée n'a pas à intervenir lorsque le peuple manifeste dans la rue. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Et je suis content que chez nous, on ait une armée républicaine qui est le bouclier de notre pays. On l'a vu avec Boko Haram, on l'a vu avec Bakassi, on le voit en ce moment avec ceux qui revendiquent une partition de notre territoire. On a une armée de métier, on a une armée républicaine et j'en suis fier. Je suis fier que dans mon pays, le Cameroun, on se mette à débattre à l'Assemblée nationale, que le peuple camerounais s'exprime à travers ses représentants, que le Chief Moukete pour parler et dire ce qu'il pensait à haute et intelligible voix. C'est un signe de vivacité de notre démocratie, c'est un signe de maturité de notre démocratie. Non, je parle... Parce que le reproche qu'on fait justement, c'est que la question n'a jamais été en débat à l'Assemblée nationale. La question de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest, maître. Ça a été en débat, la preuve, c'est que malgré ce qu'il a dit, la démocratie l'a emporté puisque la loi sur la régionalisation est passée. Ça veut dire que la démocratie l'a emporté. La démocratie, c'est cela, Serge Alain. Elle fait mal, elle est dure. Et je comprends mon ami, M. Paulin. Mais Paulin, tu ne peux pas dire sur un plateau de télévision qu'un président de la République n'a pas le droit de prendre une décision au nom du peuple. Il est l'élu de la nation entière. Il veille sur la permanence de l'État, dit la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des institutions. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il est le gardien de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, lorsque les gens manifestent la sécession, c'est à lui qu'on demande des comptes. Je vais partager avec toi ce qu'avait dit le ministre Mbara dans un de ses livres, le secrétaire général de la présidence, qu'on lui a demandé qu'est-ce qui vous a le plus intéressé pendant que vous y travaillez. Le livre est là, le secrétaire général de la présidence. Il dit, c'est l'affaire de Bakassi. On dit pourquoi. Il dit, quand les gens de la communauté internationale sont venus me voir, on m'a proposé de céder la souveraineté de Bakassi du Cameroun, la souveraineté du Cameroun sur Bakassi,
contre la puissance nigérienne parce que le grand pays se venge toujours. J'ai rencontré le président de la République. Quand je lui en ai parlé, il écrivait, il a déposé le bic, il m'a regardé, il m'a demandé est-ce qu'ils sont venus jusqu'à vous? Je lui ai dit oui. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. Je lui ai dit je ne sais pas. Et il m'a répondu je ne le ferai pas. Vous ne le ferez pas. Nous ne le ferons pas. Parce que nous serons poursuivis pour haute trahison. J'aime cela quand un président de la République s'exprime comme le nôtre. Nous sommes une grande démocratie, nous devons être fiers. Si nous avons les institutions fortes, M. Bikaï, ce ne sont pas les institutions qui sont fortes, c'est nous qui donnons à nos institutions leur force. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, nous disons c'est ça. Lorsqu'on interpelle un monsieur avec un mandat de perquisition, il n'a pas à se plaindre, c'est la justice, c'est l'institution. Il se plaint, on fait ce qu'on a fait au leader de la France insoumise en France, qui s'était plaint lorsqu'il a reçu un procureur, et vous savez ce que ça lui a coûté. La justice a des institutions, elle fonctionne. S'il y a une irrégularité, un vice de forme, on sait ce qu'il faut faire. Les gens, les avocats qui sont formés pour cela. Mori Diongo, sur le peuple soudanais qui se sent floué dans cette affaire, comment on agit? Bien sûr, c'est toujours ce que nous disons. Je voulais seulement rectifier que la finalité de la démocratie, c'est l'alternance. Et ce qui est en Afrique, c'est que ce soit au Soudan, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Zimbabwe, nous n'avons pas cette finalité. Alors, on va toujours tourner. Et je voulais dire à Maître qu'il y a ce que nous appelons la fiabilité d'un système. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à moins une seconde, le système est fiable. Et il tient. Et quand il décroche, vous ne pouvez pas. Nous sommes ici, c'est la longévité. Après la longévité, nous avons eu déjà les sommets de la faim en 2008. Le FMI est déjà passé ici il y a 2 ans. Nous avons eu une rencontre avec le FMI en 2020. Alors il faudra, quand les signaux viennent, il ne faut pas réciter ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait. Il faut regarder en face. Vous voyez. Donc, l'appel, le Soudan interpelle tout le monde. Tout le monde. Nous ne savons pas par quelle alchimie le gouvernement a pu dire au FMI de nous attendre. Alors, il y a des experts d'économie, je ne fais pas l'économie, qui disent que quand le FMI c'est comme un huissier. Quand l'huissier arrive chez un homme d'affaires, 90% sont fermés. Donc, quand le FMI est chez nous, c'est l'huissier, et que quand il vient, faites attention, on peut fermer. Cela veut dire qu'on peut se retrouver sur la situation du Soudan. Je voudrais rebondir pour préciser un certain nombre d'éléments. Parce que je m'en voudrais de partir de ce plateau aussi, sans le dire. Il faut dire que la situation du Soudan émane également de la mauvaise santé économique de ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis la partition du pays en 2011, le Soudan s'est retrouvé, le Soudan du Nord, ou alors le Soudan comme le Soudan s'est retrouvé sévré d'une manne importante qui alimentait son économie, le pétrole. C'est-à-dire le Soudan du Sud a hérité de la plupart, la totalité des puits de pétrole. Et ça fait donc qu'avec un effet d'enchaînement, dès 2013, les premières révoltes populaires ont commencé à ébranler le dispositif sociopolitique du Soudan. Ça a été maté, ça a été contenu jusqu'en 2019. Et n'oubliez pas que les révoltes de la faim ou alors du pain sont parties également du fait que l'un des leaders de l'opposition soudanais, à savoir le fils de Salah Al-Mahdi, c'est-à-dire celui que Omar El-Béchir avait remplacé en 1989, qui était le premier ministre démocratiquement élu, son fils revenait de l'exil. Donc, cela ça donc, a été un élément déterminant pour pouvoir motiver le peuple à revendiquer plus de réformes et qui a conduit certainement au départ d'Omar El-Béchir. Mais n'oublions pas, c'est la mauvaise santé économique du Soudan qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé avec le triplement du prix du pain. Okay. Parce que le pain a triplé. Ouais. Ça n'a pas de passé. Si ça va durer peut-être les révoltes. Je l'ai dit à l'intro. Voilà. Paulin, est-ce que le Soudan parle à d'autres pays africains? L'Algérie et le Soudan? Bien entendu. Peut-être le Soudan parce que c'est la dernière actualité en date. Le Soudan parle aux autres pays et peut-être aux pays comme le Cameroun qui sont dans une situation de contestation, si on peut dire, depuis la dernière élection présidentielle, avec le non au hold-up, avec le non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, avec le non à la gabegie financière. Elle parle parce que l'acteur principal ici, là, c'est le peuple. Le peuple doit
comprendre que c'est, in fine, lui seul qui peut se sauver de toute situation. Bien entendu, je ne sais pas si le peuple camerounais est déjà au niveau où il estime que le mal-être est à tel point qu'il ne peut plus supporter la situation ambiante. Toujours est-il qu'il faudrait bien qu'un jour, chacun en son nom se décide de s'investir dans le changement. On n'a pas besoin nécessairement d'être pour le MRC pour savoir que les services sociaux au Cameroun sont bas plus que terre. On n'a pas besoin d'être MRC pour savoir que des gens de façon éhontée détournent les milliards. Donc le peuple est l'acteur principal. Merci. Merci Paulin. Bonsoir Cédric Noufelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, dans un instant, au menu Cédric. Nous ferons vivre ce soir l'ambiance dans les rues des principales villes du Soudan après la destitution de Omar al-Béchir et la mise en place d'un conseil militaire qui est au sommet de l'État afin de diriger une transition durant les 2 prochaines années. Et nous parlerons de cette visite du ministre des Enseignements secondaires 2 semaines après le drame du lycée bilingue de Deido, au-delà de jouer à l'humaniste et aux gendarmes sévères à l'encontre des encadreurs dans ce lycée. Aucune mesure gouvernementale concrète n'a été annoncée pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce soir, nous évoquerons la réaction de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle est préoccupée par l'arrestation et la détention de Maurice Kamto et d'autres militants des partis d'opposition au Cameroun et condamne l'usage excessif de la force par les policiers et l'usage de la force létale contre des manifestants civils non armés. Vous suivrez dans ce journal ces recommandations pour éviter que la situation politique ne se dégrade au Cameroun. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà Cédric, on vous retrouve tout à l'heure pour développer tous ces titres. Quant à moi, ce sera après Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos quatre gladiateurs, on va le dire comme ça. Et tout de suite après, c'est Deido et quelques jours après l'enterrement du jeune Blériot. Vous avez vu le ministre des Enseignements secondaires se montrer dans un premier temps sévère contre des encadreurs du lycée bilingue de Deido, estimant qu'ils n'ont pas joué leur rôle durant cette journée où le drame s'est produit, à savoir l'agression mortelle du jeune Blériot. Ensuite, le ministre est rendu au sein de la famille du défunt en jouant l'humaniste. Elle dit avoir remis de l'argent au nom du gouvernement et c'est un signe, selon elle, de réconfort. Elle a promis également que des mesures seront prises, mais rien de concret n'a été annoncé au terme de la visite du ministre des Enseignements secondaires. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités. Bienvenue une fois de plus si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie de Paulin Fernand Kemjo, Eric Pépin Bikaï, Maître Georges Tegem et Maurice Diongo. Je commence avec vous, Paulin. Le 29 mars dernier, le jeune Blériot est attaqué, il va rendre l'âme, tout le monde, on ne va pas revenir là-dessus. Le ministre des Enseignements secondaires, le premier, a envoyé une lettre de condoléances pour essayer de calmer. Et aujourd'hui, elle est à Douala. Samedi, le jeune Blériot est enterré à Fongo, du côté de Fongo-Tongo. À côté, le ministre de la Santé, il sanctionne des infirmières qui, ce jour-là, ont fait des prises de vue. Quelques jours après, c'est le directeur de l'hôpital général. Sur ces deux réactions des deux ministères concernés dans le drame de, qu'on va l'appeler comme ça, le drame de Deido, comment comprendre l'attitude de l'un et l'attitude de l'autre? Merci Serge Alain Otto. Les deux ministres. Disons que même si
l'attitude du ministre de la Santé a été louable. On doit quand même remarquer que ce n'est pas nécessairement ce qui était attendu. Oui. Prenons la réaction du ministre des Éducations de base. Non, enseignement secondaire. Enseignement secondaire, autant pour moi. On s'aperçoit qu'elle réagit 2 semaines après. Nous sommes actuellement, vous et moi, ici, 2 semaines après. On pourra dire que nous sommes dans l'ancienne technologie. Et la ministre, elle est dans la nouvelle technologie parce que certainement pour elle, aujourd'hui, 2 semaines après, correspond à la période immédiate après le décès. On comprend qu'elle a apporté l'argent pour donner à la famille pour qu'on fasse le deuil, mais vous l'avez dit. Quel deuil encore? C'est ce que je dis. On comprendrait qu'elle est venue avec l'argent pour donner à la famille pour qu'on fasse le deuil, mais vous comprenez bien que vous comprenez que vous l'avez dit, le deuil est fait. Oui. J'essaie de vous j'essaie de vous faire comprendre que on est dans 2 conceptions des choses. La ministre, 2 semaines après, se comporte comme elle est à l'instant de l'événement. Elle réagit 2 semaines après. On peut dire qu'on sait de qui elle tient. Pendant ces 2 semaines, on peut dire que c'était des silences de sa part. On sait très bien qu'il y a un doctorat qui a été tenu dans ce pays sur les silences du chef de l'État. Oui. On sait très bien comment ça se passe ici au pays. Le pourrissement des affaires est l'outil par excellence de la gouvernance du président de la République. Une façon de donner l'impression que les choses n'existent pas, que ce que tout le monde voit n'existe pas. Votre reportage m'a fait sourire, quand bien même c'était un événement tragique, parce que quand je vous dis que c'était une histoire d'ancienne et de nouvelles technologies, la ministre s'est comportée exactement comme quelqu'un qui ne savait rien du dossier. Vous avez vu comment elle, dans l'enceinte de l'établissement, elle posait des questions. Oui. Elle ne connaît rien. Elle posait des questions, ça veut dire qu'aucune enquête n'a été tenue. Vous dites que... Pourtant, ce serait attendu à ce qu'elle dise, donne un certain nombre d'informations avec le temps qu'elle a pris. En effet, on dit qu'elle est venue avec un paquet d'argent. Peut-être qu'il faudrait le dire. Non, c'est elle qui le dit. Voilà. On va revenir sur cette façon de faire là, plus tard sur le plateau. D'accord. Maurice Diongo, oui. Vous, 2 semaines, c'est tard. Disons, je regrette. Et en plus, nous sommes en période de congé. Elle est venue faire quoi? Peut-être je regrette en tant qu'expert PC, avec amertume de la mort de cet enfant. Oui. Vous voyez, ça monte dans ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité dans le nouveau paradigme doit entrer dans ce que... Parce que restons sur la visite. Le ministre arrive, c'est les congés, non? Oui. Voilà. Là, vous appelez ça la communauté éducative. Quels sont les éléments de la communauté éducative? La communauté éducative, c'est les parents, c'est les élèves, c'est les enseignants, voilà. C'est même la presse. Mettons un peu les parents de côté. Elle est arrivée au lycée d'Eïdo aujourd'hui. On a vu les enseignants, peut-être le personnel. Ouais. Les élèves, ils étaient où? Pourquoi cette période-ci? Sachant pertinemment que c'est les congés. Mais l'autre jour, le jour que l'enfant mourait, c'était toujours le départ des congés. Elle n'aurait pas trouvé les élèves. Oui. Voilà. Moi, je pense que... Donc, vous pensez qu'elle n'a pas le message de condoléance, elle ne pouvait pas l'adresser en présence des élèves? On dit qu'elle est venue tard. Si elle était arrivée plus tôt, ça allait faire la même chose. Je pense que nous sommes dans un problème. Nous sommes dans un problème de sécurité. Oui. La sécurité entre, comme je disais, dans le savoir-être. Ça s'enseigne maintenant sur les attitudes. Parce que quand on demande de sanctionner les enseignants, peut-être à l'hôpital, on le fait sur le code de déontologie. Encore que le code de déontologie, le problème d'éthique est en retard par rapport à la sécurité. Parce que l'éthique vient, on dit, bon, vous ne devez pas filmer. Normalement, on enseigne la sécurité sur les attitudes. Les attitudes. Et ces attitudes-là... Ne l'éloignez pas, je vous en prie. Je ne veux pas. C'est un autre volet. Restons sur la visite. Le ministre est arrivé à Douala 2 semaines après, sur le lieu du crime, 2 semaines après. Oui. Ok, c'est ça le débat maintenant. Le débat, c'est que quand elle arrive, généralement, quand il y a un problème comme ça, on fait l'audit. L'audit de sécurité. Généralement, pour faire l'audit de sécurité, on enquête les gens
Et au préalable, il faudra avoir déjà écrit le code de procédure, ce qui n'est pas encore fait. Ok. Éric Pépin-Bican, sur la démarche du ministre, on ne l'a pas vu, et encore moins aux obsèques du petit Blériot à Fongotongo. Non, là c'est ce qu'on appelle la gouvernance à froid. C'est-à-dire 2 semaines après le drame qui a conduit à la mort du jeune Blériot, la ministre essaye de faire arrive sur le site et essaye de faire un état de lieu. En fait, c'est ce qui arrive depuis plus de 40 ans. Lorsqu'il y a un événement, on essaie un peu de mettre du temps pour pouvoir réagir. Ça, c'est le cas de l'éducation. On peut en citer sur les accidents, ainsi de suite. Mais peut-être, on peut interroger la méthode de la ministre. Peut-être elle attendait la réaction de son patron hiérarchique, qui est le Premier ministre. Parce qu'en réalité... Et Manaouda Malachi, lui... Malachi a sanctionné tout ce qui était dans son secteur d'activité. Et ce qui est dans le secteur de... Le drame a eu lieu dans le domaine de l'éducation. Oui. Malachi a sanctionné la posture professionnelle des infirmiers. Voilà, des infirmiers et même du directeur de l'hôpital. Oui. Là, c'est tout à fait normal. Et on a loué la promptitude de Malachi à réagir. Il a fait un texte au lendemain du drame, c'est-à-dire samedi soir. Il a réagi promptement puisqu'il a vu les images. Et puis, quelques jours plus tard, il est passé à la sanction. Et la sanction a été lourde pour certains et puis moins lourde pour d'autres. Mais si on revient dans le domaine de l'éducation, déjà, il y a des manquements dans cette insécurité comme déplore M. Maurice Dongo. Les enfants qui ont assassiné leurs camarades étaient apparemment exclus de l'établissement. Comment se sont-ils retrouvés là? Est-ce que leur exclusion a été transmise au niveau de la délégation départementale pour transmission au niveau de la délégation régionale qui devait transmettre l'exclusion de ces enfants au niveau de la nationale? Là, on n'en sait rien. À côté de ça, Madame le ministre sait très bien que le lycée de Diaïdou est un lycée bilingue et qu'il accueille tous les déplacés du conflit du nord-ouest et du sud-ouest. Tous les déplacés? À peu près, parce que les effectifs ont gonflé. Et tous les mécanismes n'ont pas été pris préalablement pour pouvoir soit doter le lycée d'un certain nombre de salles pour accueillir tous ces déplacés-là, soit sécuriser davantage l'établissement. Quel est le rapport avec ce qui s'est passé le 29? C'est un effet d'entraînement. Tout est lié. Tout est lié. Malheureusement, tout est lié. Tout est lié. Maître Tigem, restons sur les méthodes, la façon avec laquelle les deux ministres ont réagi face à ce drame. On se serait attendu peut-être que, parce que ça se passe au lycée de Diaïdou, mais c'est le ministre de la Santé publique qui est beaucoup plus proactif à réagir. Serge Alain, il faudrait m'excuser que je présente déjà mes sincères condoléances à la famille durement éprouvée, et que j'ai également une pensée pour la famille de l'élève qui a commis l'acte odieux. Parce que je pense que moi, en tant que parent, si on me dit que mon enfant fait ça, je me demande comment je serais. Donc j'ai une pensée pour cette famille également. Et relativement à la réaction de Madame le ministre d'enseignement secondaire, je vais faire observer, Serge Alain, qu'il faut louer le sens du service public de ce serviteur de l'État. Je veux vous dire, Serge Alain, la semaine dernière, elle accueillait des délégations qui venaient de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest, à Yaoundé, à l'occasion des Jeux FENASCO. Cette ministre attendait plus de 1000 athlètes. Elle a reçu environ 2000 athlètes. Je pense que l'actualité, c'était de recevoir ces personnes vivantes qui, comme on dit en droit, c'est l'état de nécessité, c'est-à-dire la valeur préservée est supérieure à la valeur sacrifiée. Elle ne pouvait pas, alors qu'elle recevait des délégations avec la cohorte d'insécurité ambiante, alors qu'elle attendait des délégations qui venaient de toutes les régions du Cameroun pour les Jeux FENASCO, elle n'était pas en situation de pouvoir se déplacer. Moi, je pense que ça, c'est une circonstance qui permet de comprendre les conditions dans lesquelles elle agit avec quelques jours de retard. Et relativement là, maintenant à l'acte posé, je veux louer l'initiative de Madame le ministre qui a respecté le principe du contradictoire, parce que le digne représentant du MRC ici a dit qu'elle ne savait pas. Monsieur le digne représentant du MRC, en France, l'arrêt RIS 1918, même sous la guerre en France, on respectait le débat contradictoire. C'est un succès de notre démocratie que d'écouter le suivant des secteurs, c'est ce qu'elle est venue faire. On appelle ça en droit, et vous le savez mieux que moi, le principe du contradictoire. Avant de prendre une décision contre quelqu'un, on le met en position de pouvoir se défendre. C'est ce que Madame le ministre a fait, et c'est une initiative qu'il faut saluer. Maintenant, relativement à la différence d'approche entre Madame le ministre de l'enseignement secondaire et Monsieur le ministre de la Santé, je veux simplement faire observer, Serge Alain, que c'est encore un signe du dynamisme de notre démocratie.
Et monsieur le digne représentant du MRC ici présent a plutôt fait observer que c'est une faute de monsieur le président de la République. Justement, il vous passe un message, je suis un serviteur de l'État. Quand je nomme les ministres, chacun fait son travail. Je n'interfère pas. Moi, je suis président de la République. Et je le signale, peut-être pour votre gouvernement, vous ne savez peut-être pas, qu'en 1987, monsieur le président de la République avait déclaré « Je souhaite que les ministres que je nomme soient plus que par le passé responsables ». C'est comme ça qu'il a commencé à délocaliser ou alors à décentraliser ou alors c'est déconcentrer les pouvoirs. Et c'est pourquoi vous observez qu'entre deux ministres, il y a deux façons d'agir. Donc c'est un gouvernement complètement démocrate et c'est encore une preuve de la vivacité de notre démocratie. C'est qu'il faut saluer. Maintenant, quand tu as dit qu'elle a remis des frais ou n'importe quoi, je veux dire que c'est le vocabulaire anglais, peut-être n'est pas aussi riche que le vocabulaire français, et puis un peu le mot money, parce que j'ai suivi qu'elle parlait en anglais et on était en train de traduire. Ça vous a gêné quand même? Ça peut gêner lorsque vous parlez la langue française. Mais il faut savoir que le vocabulaire français est beaucoup plus riche que le vocabulaire anglais. En français, les mots ont beaucoup de synonymes. Donc en anglais, on peut dire money et en français... En français, si elle était francophone, certainement, elle aurait dit autre chose. C'est ce que je veux faire observer. Mais le Cameroun est un pays bilingue. Oui, oui, la première chose que je dois dire, je dois demander à Maître Tegem de savoir écouter. Je n'ai jamais parlé des fautes du président. J'ai parlé des silences du président et j'ai parlé du pourrissement comme outil de gouvernance. La deuxième chose, je suis assez peiné de voir que c'est un avocat qui confond de façon grossière ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Dans le principe du contradictoire, il y a les parties. Dans le cas d'espèce, apparemment la ministre parlait aux surveillants de secteur. Oui, il n'y avait pas les élèves, il n'y avait pas les acteurs en présence. Et je suis assez gêné de devoir répondre sur des choses aussi basiques. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Je persiste et je signe. Se comporter comme elle a fait, on sait de qui elle tient. Il s'agit de laisser les affaires pourrir. Il a évoqué tout à l'heure qu'elle était au jeu Finasco, si je ne m'abuse. Oui. On croit que c'est la ministre qui porte les sacs là-bas, qui fournit tout le travail. Elle est là pour faire le gros œuvre. Ça veut dire elle passe toute sa journée à travailler. Je pense une ministre vient pour une journée, pour le coup d'envoi, elle peut venir. Il va sans doute nous dire si depuis elle n'est pas rentrée au ministère, si depuis 2 semaines elle était au jeu Finasco, elle ne traitait plus aucun dossier de son département ministériel. C'est assez ahurissant quand même de comprendre des choses aussi qui choquent la moralité publique. De dire qu'elle était occupée, c'est pourquoi on doit lui prêter des circonstances atténuantes par rapport à la chose. Rien ne l'empêchait de pondre un communiqué à l'instant. Je l'ai dit tout à l'heure, 2 semaines après, dans l'esprit, dans la tête de ces gens-là, ça correspond au jour où l'événement s'est passé. C'est pourquoi je faisais une sorte de parallèle entre ancienne et nouvelle technologie. Parce que dans l'ancienne technologie, nous sommes à 2 semaines après. Dans leur tête qui est la nouvelle technologie, 2 semaines correspondent au jour où l'événement s'est passé. Ah bon? Mais sinon, on ne comprendrait pas que c'est aujourd'hui qu'elle débarque pour venir donner ses condoléances, pour venir donner la contribution, la contribution de l'État. Ça veut dire, elle parle de money, il parlait bien de money, parce qu'on sous-entend quand même que l'argent, c'est pour accompagner pour le deuil. Et pourtant, vous l'avez dit, le deuil a déjà eu lieu. Donc, Blaireau a été enterré samedi. On se dit, soit elle était amnésique, elle s'est réveillée 2 semaines après, on lui a dit le matin, il y a tel incident qui s'est passé. Et du coup, elle se lève, elle croit que c'est le jour J, et elle dit qu'il faut de l'argent pour aller. Non, écoutez, il faut être sérieux dans ce propre pays. Et ces gens-là sont tous sauf sérieux. Ils manquent de... gens? Eh bien, écoute, ceux qui nous gouvernent, ils sont tous sauf sérieux. Ils manquent de respect au peuple. Parce que le minimum de respect voudrait que même si elle n'ait pas le temps, qu'elle ait commis un de ses collaborateurs pour assister au deuil, qu'elle ait pondu un communiqué. Il y a suffisamment de collaborateurs de l'État dans le ministère des enseignements de base. Et on ne comprend pas donc cette légèreté avec laquelle elle peut traiter les problèmes d'urgence. Ça veut dire les problèmes, j'ai envie de dire, d'éducation des enfants, des Camerounais. C'est un peu un manque de respect aux parents d'élèves, à tous les parents d'élèves qui constituent les APE. Et on connaît très bien combien les parents d'élèves financent à coût de centaines de millions l'éducation au pays. Et donc, se comporter comme cela, donner l'impression comme s'il s'agissait d'une histoire d'argent, c'est insulter cette famille-là qui a déjà fait le deuil. Elle ne le sait peut-être pas,
Une telle situation est un deuil qu'on appelle en psychologie clinique le deuil compliqué. Et dans le cadre du deuil compliqué, il y a forcément des séquelles après. Elle serait venue avec un ticket pour un psychologue clinicien pour 1 an, pour cette famille, pour les soutiens psychologiques, on comprendrait. Parce que ce deuil, croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on a enterré que l'histoire est finie. On ne perd pas un enfant comme ça là. Ça veut dire, on peut comprendre qu'on peut mourir. L'enfant n'est pas mort parce qu'il est tombé évanoui à l'école. Quand on envoie son enfant à l'école, on se dit, c'est l'environnement le plus ou moins sécurisé comme la maison. Mais vous vous imaginez l'effroyable, vous vous imaginez l'innommable d'entendre que votre enfant a été poignardé à mort dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Personnellement, je demande à la famille de la victime de porter plainte contre l'État du Cameroun. Parce que très bien, maître ne me le démentira pas. Les articles 382 et suivants du Code civil parlent de responsabilité civile. Si on a perdu un enfant, autant lui demander les millions pour réparer ça. Et je demande aux parents, à toutes les associations des APE, de se constituer partie. Voilà. Parce que l'événement s'est produit aujourd'hui. Votre reportage l'a dit, il n'y a eu aucune mesure qui a été proposée. Rien n'exclut que demain, après-demain, un tel événement se reproduit. Alors, il est question que les enfants mettent l'État du Cameroun, à travers la ministre, devant ses responsabilités. Ok, merci. C'est Jalin. Non, permettez. Paulin Fernand Kemjo, merci beaucoup. Merci. Vous allez permettre que Éric Pépin Bikaï réagisse d'abord. On est d'accord? Non, parce qu'il a dit l'avocat. Je voudrais répondre juste sur ce point. Oui, c'est sur 2 points que je voudrais répondre. Il a dit tout à l'heure que le débat contradictoire, c'est entre les partis. Monsieur Paulin, je vous ai dit, et je le répète, le débat contradictoire, c'est entre l'autorité qui doit sanctionner et la personne qui sera sanctionnée. On l'entend avant de prendre la sanction. C'est ça le débat contradictoire. Monsieur Paulin, c'est ce que je voudrais faire observer. Et dessus, vous dites que vous n'avez pas dit que le président est incompétent. Vous dites qu'il est laxiste. Vous dites que vous dites, monsieur, vous parlez, on vous écoute. Et ce qui me gêne, c'est que lorsqu'on veut répondre, vous êtes toujours en train de nous interrompre. En tout cas, Serge Alain, je constate que monsieur Paulin s'en mêle un peu les pédales. Il parle de l'article 398 du Code civil. Monsieur, vous vous trompez. Ok. Éric Pépin Bikaï, toujours le ministre Nalovoga, ce matin, dit que les surveillants de secteur des secondes n'auraient pas fait leur boulot parce que pour eux, ils devaient maintenir les enfants dans les salles de classe avant la remise des bulletins. Non, je pense avoir entendu que le surveillant indiquait justement que les enfants attendent la remise des bulletins à l'intérieur des salles de classe après le discours solennel du chef d'établissement qui, selon les... Mais ça ne s'est pas produit dans la salle de classe. Je dis, elle a fait le reproche ce matin. Ça, c'est notre reporter qui l'a dit. Voilà. Il a dit, Sylvestre Hippolyte Zangaou, elle a fait le reproche aux surveillants des secteurs de seconde d'avoir pas cantonné, on va le dire comme ça, les élèves en salle de classe. Non, je voulais dire avant la remise. Je voulais dire ceci au-delà des propos de la madame la ministre. Le lycée bilingue de Deido est comparable à une université. Ça veut dire que les effectifs sont extrêmement pléthoriques. Ouais. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire un parallèle entre sa présence tardive, la visite du site et l'arrivée d'un certain nombre d'élèves venant du nord-ouest et du sud-ouest. Vous n'avez pas voulu que je puisse en développer davantage. Le problème, c'est que lorsqu'on reçoit des effectifs comme ceux-là, dans un cas... Non, je ne veux pas de la stigmatisation. Non, je ne suis pas en train de stigmatiser. Pourquoi je ne stigmatise personne. Non. Je dis, c'est que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous dites bien que c'est des élèves exclus. Ça n'a rien à voir. Non, je ne parle pas d'élèves. Je suis en train de dire ceci, que le sujet des secteurs ne peut pas... Ne mettez pas les enfants qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest là-bas. Je veux développer, je veux dire que les effectifs ont gonflé. Oui. Forcément, d'accord. Voilà, la ressource humaine pour les accompagner devait également gonfler. Je ne suis pas en train de parler de stigmatiser les enfants, non, pas du tout. Et c'est de l'incompétence. Voilà, je voulais expliquer ceci, c'est que lorsque on a des gros effectifs, comme celui du lycée de Deido, oui. Il faudrait également... À un moment, le professeur dit que ça oscille entre 90 et 100. Voilà. Voilà. Un reportage en je voulais également indiquer qu'il faudrait également que la ressource humaine qui encadre ces enfants en termes de sécurité soit proportionnelle
au prorata du nombre d'élèves qu'on peut recevoir par secteur. Parce que comme on dit il y a un surveillant général peut-être par couloir, dans certains établissements par niveau, parce que dans certains établissements, alors 2 ou 3 surveillants généraux dans ce secteur par niveau. Mais cela n'a pas empêché qu'on arrive au drame. Maintenant, il faut tirer les conclusions et pouvoir prendre les solutions les plus appropriées. Malheureusement, on n'a pas semblé entendre dans la voix du ministre des esquisses de solutions. Parce que déjà, les sanctions ne sont pas tombées. Déjà, les mesures appropriées peut-être seront prises demain parce qu'elle a visité le site et elle a compris que le site est insécure. Parce que le site en lui-même est une source d'insécurité pour les enfants, pour les apprenants qui sont dans cet établissement-là. Donc, vivement que le ministre réagisse tardivement, mais qu'elle prenne les mesures appropriées pour que cet incident ne puisse non pas arriver au lycée de Deïdo, mais que ça ne puisse pas ébranler les autres établissements de la République. Parce que, parallèlement, ce même jour, le lycée des dépendants, m'a-t-on dit, a également frôlé le pire. Un certain nombre de lycées, même à Yaoundé, sont dans une insécurité que même les enseignants ont de la peine à encadrer les enfants. On a de plus en plus des environnements très très violents et il faut qu'on conjugue les efforts entre la communauté éducative, l'administration, mais également la bonne foi des parents pour aider le corps enseignant. Maurice Djongo, interrogeons un peu les infirmeries dans les établissements. Parce que là, on nous fait comprendre que c'est un enseignant qui a transporté le jeune Blériot à l'hôpital district de Deïdo. Mais l'infirmière du lycée bilingue, elle était où ce jour-là? Elle était déjà en congé? On est presque vers le congé. Ah, bon, en ce temps-là, attendez, quand l'incident se passe, est-ce qu'elle est là? Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'est pas là pour les élèves? Elle est dans son bureau? Je pense qu'il y a un dispensaire, un hôpital à côté. Non. La première réaction des élèves, de ses camarades... Le lycée bilingue de Deïdo n'a pas d'infirmerie? En principe, il doit y avoir une infirmière, parce que quand nous inspectons, généralement, on demande, il y a toujours des infirmiers. Toujours. Le problème c'est mal équipé. C'est que ce que nous disons, c'est tout simplement que l'effectif, quand l'effectif monte, l'infirmerie disparaît. Non, pas du tout. C'est une masse critique qu'un infirmier doit pouvoir gérer. Est-ce que l'infirmier était là ce jour? Non, on n'interroge pas l'infirmier de l'établissement. Tous les établissements publics dans la ville des Douala que je connais bien ont une infirmerie. Oui. Mais c'est une infirmerie pour gérer les premières urgences. L'enfant a mal au bas-ventre, les maux de tête, les menstrues qui arrivent en période. On a une accident comme celui-là. Il y en a. Pourquoi c'est un enseignant qui la chance que le lycée de Deïdo a, le bilingue de Deïdo a, c'est qu'il est situé à proximité d'un hôpital de district. Donc de manière indéniable, dans un cas aussi critique, l'enseignant devrait traverser la rue pour aller... L'enseignant s'y connaît dans les premiers soins? En termes de jeu, on n'est pas en train de questionner les responsabilités. L'enseignant avait le bon sens de pouvoir conduire le jeune à l'hôpital. C'est l'hôpital qui a l'expertise, ce n'est plus un incident. Un accident comme celui-là, vous laissez entre les mains d'une experte? Non, il faut conduire. Je dis que l'établissement a la chance. L'infirmière était là? Non, l'établissement a la chance d'être à proximité d'un hôpital de district qui est censé. Non, s'il n'y avait pas l'hôpital de district, c'est le contexte, c'est la proximité. Qu'est-ce que vous voulez? C'est fait par rapport au contexte. Je viens sur le donner tout à l'heure. Vous-même, vous avez dit que tous les lycées sont censés avoir des infirmières. Est-ce que l'infirmière, bon je suppose, hein, c'est une infirmière, est-ce que l'infirmière du lycée bilingue de Deïdo était là ce jour-là? C'est que moi je voulais faire comprendre à l'ensemble des téléspectateurs, c'est que les infirmeries des lycées existent pour gérer les premiers soins. C'est pas pour gérer. On va laisser une situation comme ça entre la main de l'enseignant. Est-ce que ça enlève à l'infirmière la capacité de maîtriser la situation? Voilà, maîtriser la situation. Parce que vous dites qu'il y a un hôpital à côté. C'est pas possible. Il y a eu un coup de poignard. C'était pas au niveau de l'infirmière du lycée de Deïdo de gérer ces cas. Impossible. Je ne peux pas avaler ça. Je voulais dire quelque chose. Allez-y. Serge, nous sommes des enseignants. Il y a une déontologie de sécurité. Je voulais vous dire comment la sécurité se passe. Vous voyez? Bon, et vous courez. Quand il y a ce genre de problème, on audite, on essaie de voir ce qui n'a pas marché dans la sécurité. Parce que on demande que madame sanctionne les proviseurs. Oui, effectivement, en matière de sécurité, plus vous êtes gradé, la responsabilité de la sécurité de celui qui est en bas vous incombe. En ce genre d'accident,
Normalement, le proviseur devait remettre sa démission pour permettre... Dans quel pays? Vous êtes dans quel pays là? C'est les normes de sécurité, de la sécurité, comme ça s'enseigne, pour permettre que la nouvelle personne vienne pour auditer les procédures. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que avant qui ait fait ces procédures, quand les enfants sont exclus dans le règlement intérieur, nous n'avons pas le cours de sécurité encore, on a le règlement intérieur. Quand ils sont exclus, ils ne sont pas... Vous nous éloignez du débat. Serge Alain, Oui, je voudrais faire... Oui, rapidement, on arrive au terme. Maintenant, si on fait chasser la ministre, est-ce qu'on va écrire les procédures? Qui a chassé le ministre? Si on veut chasser le proviseur, Il fait la faudra modélisation. faire... Oui, rapidement, maintenant, on arrive au terme. Bon, comme nous n'avons pas expliqué ce que c'est que les procédures de sécurité, bon, on C'est comprend Maître Game que qui a c'est la les parole. politiciens qui prennent beaucoup le plateau. Hein. Maître Game. Parce que non, nous Allez-y, n'avons pas Maître parlé. Game. Serge Alain, je voudrais faire observer que lorsqu'il y a un cas d'urgence, toute personne peut intervenir parce que généralement c'est non-assistance à personne en danger et c'est dangereux. Et je voudrais convoquer ici, parce qu'on se comporte comme si c'est une particularité camerounaise. Dans les écoles américaines, il y a des tueries tous les jours, enfin. Il y a des grands pays dans lesquels il y a des tueries tous les jours. Il y a même un footballeur camerounais, malheureusement aujourd'hui disparu, dont l'enfant avait, si vous vous souvenez, quelques années à Yaoundé, était l'auteur d'un acte tué dans une grande école. Donc c'est pas une particularité camerounaise, c'est des événements qui peuvent arriver, qui sont forcément regrettables, mais on ne doit pas, ça ne doit pas tuer le génie des éducateurs. Ils doivent continuer à éduquer, continuer à former. L'éducation commence dans les familles, ça se poursuit à l'école. Que les parents continuent à travailler, que tous les acteurs sociaux travaillent. Les politiques, au lieu de faire comme j'entendais tantôt tout à l'heure, en train de vouloir toujours aller chercher les responsabilités ailleurs. Ça commence par nous-mêmes, par l'éducation qu'on donne à l'enfant à la maison. Merci. Et ça se poursuit jusqu'à l'école. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Merci Paulin, Kemjo. Merci Serge Alain en tout cas. Merci Eric, Pépin, Bikaï. Merci. Merci Maurice Djongo. Merci. Mais prochainement, il faut donner plus de temps aux experts que... Co-politique. J'ai eu envie de vous reprendre sur beaucoup de choses là-bas. Non, monsieur Djongo a Merci, accusé les policiers d'avoir... merci à vous également, Maître Game. Merci, Serge. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain dès 19h. La diffusion 23h GMT. Il sera minuit à...